je ne sais pas si vous avez déjà vu l'alphabet berbère. C'est hallucinant, ça ressemble à des hiéroglyphes, quoi. C'est magnifique. Bon, impossible de comprendre quoi que ce soit, bien sûr, pour un pauvre Européen que je suis, mais c'est assez fou. Quand tu veux. Wunderparlement. Wunderparlement. Yes, do you have my voice? Wunderparlament. Apprendre à faire de la radio. Il presidente. Ucz się radia. Aprende a hacer radio. Leer radio maken. Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg. En el Parlamento Europeo de Estrasburgo. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Czekamy na Ciebie. In Straatsburg. Toi aussi, tu peux venir. Bonjour et bienvenue dans le Wunderparlement du 14 septembre 2023 avec un invité européen, eurodéputé bien sûr, évidemment. Bonjour Claude Gruffat. Bonjour. Et nous allons avec Omar El Jid. Bonjour. Bonjour. Animateur WNE avec moi, Jean-Luc, nous entretenir avec un député pas tout à fait comme les autres, non seulement parce qu'il a une magnifique moustache, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui a construit un réseau assez incroyable en France. Donc peut-être, Omar, tu peux lancer la discussion avec Claude Gruffat, dont on rappelle qu'il est député européen du groupe des Verts et français parmi les 27 pays membres. Merci Jean-Luc. Donc peut-être pour une première question, on va laisser M. Gruffat se présenter un peu, présenter son parcours. Alors, mon parcours, donc, je vais le faire en remontant. Donc, je suis eurodéputé depuis 2020. Je suis arrivé après le Brexit. Donc, j'ai un mandat de 4 ans, moi, par rapport à mes camarades ici qui ont un mandat de 5 ans qui se termine en juin prochain, puisqu'il y a les élections européennes en juin 2024. Avant ça, je suis co-constructeur, effectivement, d'un réseau coopératif en France qui a développé l'agriculture biologique et la consommation des produits bio en France. Et ce réseau s'appelle Biocoop. Et c'est un réseau coopératif qui a la particularité d'associer 4 parties prenantes à la question de l'agriculture et de la consommation. Les magasins, distributeurs, les groupements de producteurs bio, 100% bio, les salariés de ces groupements, de la coopérative et des magasins qui souhaitent s'associer, qui peuvent prendre une part dans la coopérative Biocoop, et puis les associations de consommateurs bio aussi. Donc 4 parties prenantes associées. Ce qui est remarquable dans cette construction, c'est qu'on a mis autour de la même table des gens qui ont des intérêts à court terme, par définition, opposés, puisque les magasins achètent aux producteurs ou les producteurs vendent aux magasins. Et donc ça, c'est un équilibre qu'il faut arriver à trouver, qui est particulier parce que dans le monde habituel, ça, c'est des gens qui se parlent à coup de rapports de force, alors que nous, on en a fait une force interne pour développer un projet de société qui est à travers une alimentation de qualité pour tous, parce que notre prétention, c'est que la bio se destine à tous, et que ça ne se destine pas qu'à une catégorie socio-professionnelle aisée, d'une part, et puis faire en sorte que des producteurs puissent aussi trouver une place dans ce modèle d'agriculture qui est tellement différent et qui amène tellement de solutions dans la situation dans laquelle on est, qu'elle soit environnement, climat, qualité de l'air, qualité de l'eau, fertilité des sols, etc. Donc, merci M. Gruffat. Donc, cette présentation m'amène peut-être directement à ma deuxième question, qui est plus, est-ce que cet engagement dans le monde coopératif a nourri votre engagement politique par la suite et comment ça l'a nourri ? Ah ben évidemment, clairement. Et c'est pour ça que je suis parti en politique d'ailleurs. Sinon, probablement que je ne serais pas venu ici au Parlement européen. C'est que en tant qu'acteur économique, qu'en tant qu'entrepreneur, même entrepreneur militant, parce que quand on met dans l'entrepreneuriat un projet de société qualitatif comme celui que j'ai pu co-construire avec mes camarades chez Biocoop, derrière, on se dit qu'on a besoin de leviers politiques qui nous aident pour développer encore plus ce type de projet. Et mon ambition en venant au Parlement européen, et en étant dans la commission agriculture, entre autres, c'est justement d'aller tirer des leviers qui donnent un souffle supplémentaire à un engagement entrepreneurial précédent. Donc pour moi, le projet que j'ai construit dans cette coopérative Biocoop, c'est un projet politique au sens noble du terme, en termes de projet de société. Et après, c'est comment, en tant que politique, je porte ce projet politique.
Mais juste pour bien comprendre, le réseau Biocoop aujourd'hui, ça représente quoi en France en termes de nombre de magasins, d'emplois, de consommation bio? Ah ben, les chiffres clés de Biocoop aujourd'hui, je les suis puisque je suis plus dans le réseau national. Moi, hein, j'ai que des magasins, de modestes magasins à Blois, là où je suis. Mais en gros, c'est 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires, c'est 7000 salariés, c'est 4500 agriculteurs impliqués par le travail de la coopérative. C'est plusieurs centaines, j'ai plus le chiffre en tête, 400, 500, 600 transformateurs, parce que du produit agricole brut pour arriver dans l'assiette du consommateur, évidemment, on a transformé les produits, élaboré, etc. Donc ça fait beaucoup d'acteurs économiques qui sont reliés à travers ce réseau coopératif, bien sûr. Et ça a été le premier réseau en France, mais aujourd'hui, heureusement, peut-être, il y a de la concurrence. Donc le marché de la bio continue à grimper ou comment ça se passe Alors, c'est un réseau qui a, je pense, su faire les bons choix et qui a pris des bonnes décisions pour permettre le développement de la bio en France. On est leader, c'est vrai, de ce marché des réseaux spécialisés. Il y a beaucoup de réseaux spécialisés qui sont nés. Moi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est que la plupart d'entre eux ont été vendus maintenant à la grande distribution, qui achète des réseaux spécialisés pour avoir un marché sur la bio, parce qu'en tant que tel, dans la grande distribution, ça ne marche pas comme ils pensaient. Donc, la plupart des réseaux spécialisés, maintenant, appartiennent à des chaînes des généralistes, quoi, des grandes enseignes. Mais une coopérative, on ne peut pas l'acheter, ou bien? Ah, jamais. C'est bien l'intérêt. Une coopérative, c'est le statut coopératif, c'est son grand intérêt, c'est qu'il est attaché à un territoire, hein, donc on ne peut pas le délocaliser. Et puis, il appartient au coopérateur, donc il n'est pas opéable, donc on ne peut pas le racheter, on peut pas, il est là pour toujours. Mais comment réussir un exploit pareil dans un monde capitaliste où seul l'argent compte? Parce qu'on a des acteurs qui sont militants et qui ont un autre projet en tête que le projet facile en place depuis les années 80, de la financiarisation, de la mondialisation, sans aucune réflexion sur comment on est en train de détruire les ressources naturelles de la planète, qu'on va chercher de l'autre bout de la planète, sans se poser de questions sur le coût pour le climat d'une alimentation qu'on va produire en Amérique du Sud, en Chine ou ailleurs, et qu'on amène dans l'assiette du consommateur français, même en bio, ce qui n'a pas de sens, parce que c'est effectivement produit en protégeant la planète, puisque c'est produit en bio là-bas, mais ça traverse la moitié de la planète pour venir. Donc en termes de logistique, de CO2, etc., on n'y est pas. Donc et pourquoi ? Parce que les gens qui ont construit ce projet, ils ont mis ça comme point central, cette cohérence globale comme point central à tous les étages. Donc à chaque fois que, par exemple, Biocoop n'importe pas de produits de l'hémisphère sud. Pourquoi ? Parce qu'on trouve à peu près tout dans l'hémisphère nord, donc poids de CO2 dans l'assiette du consommateur, hémisphère nord pour la France, c'est plus près. Donc on prend comme ça. Quand Biocoop a décidé de faire son jus d'orange, il n'a pas pris les classiques oranges brésiliennes, les meilleures à jus, mais il a pris celles du bassin méditerranéen, parce qu'elles sont plus près. Alors il a fallu l'implanter parce qu'on changeait les goûts, etc. des consommateurs, mais en expliquant, c'est passé. Alors, je vous raconte ça a déjà 20 ans, mais c'est toutes ces décisions qui, petit à petit, ont fait cette cohérence globale et cette force, en fait, qui fait que les consommateurs l'ont vu et nous ont suivis. Alors, je ne sais pas si vous, Claude Gruffat, vous avez voté René Dumont en 1974, hein, le premier candidat écolo qui faisait campagne. Mais j'avais 17 ans, je suis allé à sa campagne et le vote était à 21 ans à l'époque, hein, donc j'étais pas en train de voter pour lui, mais par contre je le suivais déjà. Et oui. Merci Giscard d'avoir fait la majorité à 18 ans, mais n'y a-t-il pas une certaine désespérance à voir que depuis les années 70, des militants écolos se battent et que 50 ans plus tard, on en est à peu près au même point, on continue de produire encore et encore, de polluer. Est-ce que ce combat écolo, est-ce qu'on peut le gagner ? Moi, je pense que par la force des choses, on devra le gagner. Même pas, pour moi, c'est pas un choix. Après, les résistances du monde capitaliste financiarisateur, du monde de la mondialisation, etc., ont beaucoup de ressources.
ont une résistance qui continue d'opérer. Et en tant que parlementaire ici au Parlement européen, je le vois bien. Enfin, je sais pas, au mois de juin dernier, on a voté des lois majeures comme la restauration de la nature. Et quand on voit que toute la droite européenne s'est ingéniée à faire sauter ce texte et à tout faire pour qu'il passe pas, bon, ils ont perdu pour le coup. Le texte est passé à quelques voix. On est en 2023 au Parlement européen, un texte sur la restauration de la nature, il passe à quelques voix. Normalement, il devrait passer à 98% des voix. Donc, c'est effectivement, vous avez raison, il y a des moments de se dire, mais comment les résistances du monde d'avant ont autant de ressorts, autant de puissance pour, par les lobbies aujourd'hui, continuer d'essayer de poursuivre la construction qui est la leur, parce qu'ils y ont beaucoup d'intérêt. Mais l'écologie n'y gagne pas, les ressources naturelles n'y gagnent pas et l'urgence monte. Et le GIEC nous dit tous les mois ou tous les 3 mois, avec un nouveau rapport dans un domaine ou dans un autre, ce qui se passe et l'urgence à agir. Oui, avant, vous avez parlé un peu des coopératives qui sont un des acteurs principaux de l'économie sociale et solidaire. Et ce qui m'amène à une question, donc là, en lien avec l'environnement, en Europe, même avec des questions économiques. Est-ce que l'économie sociale, d'une manière générale, vraiment a une place? Est-ce que ça représente déjà la même chose, la même réalité dans toute l'Europe? Et quelle place peut jouer un peu pour répondre à ces enjeux environnementaux? L'économie sociale, elle a une place à travers le sens des humains, à travers l'état d'esprit de tous ceux qui regardent et qui veulent aider et qui veulent être dans le partage et qui sont dans la compassion et qui sont dans tout ce qui fait la vie tous les jours des humains. Et cette économie sociale, je trouve que plus on est dans la pauvreté, plus elle fonctionne, qui n'est pas tout à fait un hasard. Et aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est un vrai soutien fort de la part des politiques pour faire de cette économie dite sociale la norme, c'est-à-dire l'économie de base, l'économie normale, l'économie qui fait qu'on fait en sorte que tous les acteurs de la société puissent vivre dignement, que ce soit à travers l'alimentaire, que ce soit à travers la culture, que ce soit à travers l'éducation, que ce soit à travers la santé, que tous ces éléments-là soient aujourd'hui la base d'un système qui partage sa richesse. Et l'économie sociale, par définition, c'est le partage de la richesse, c'est le partage du savoir, c'est le partage du savoir-faire, et c'est le fait de faire en sorte que tout le monde soit inclus dans une économie qui fait qu'il y a une place pour tout le monde. On ne peut pas être dans une économie exclusive comme on l'est aujourd'hui. En 2022, le Parlement européen a produit un plan d'action sur l'économie sociale et solidaire, avec aussi l'adoption d'une résolution sur ce plan d'action. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots par rapport à ce rapport et cette résolution? Moi, je trouve que c'est intéressant que le Parlement européen, pour une première fois, ouvre une porte à une directive, puisqu'on est parti sous cet angle-là, pour valoriser l'économie sociale et solidaire. Après, moi, en tant qu'acteur engagé de ce qu'a été ma vie, je trouve qu'on ne va pas assez loin et je trouve qu'on devrait plutôt passer maintenant à un règlement de l'économie sociale et solidaire. Donc, ça veut dire qu'elle s'impose aux États membres et demander aux États membres de devenir réellement acteurs et soutenir l'économie sociale et solidaire comme un segment à part entière de l'économie. Ce que je trouve, c'est qu'aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, elle est regardée avec compassion, mais elle n'est pas regardée avec la puissance qu'elle peut représenter. Elle n'est pas mise en avant avec tout ce qu'elle est capable de porter et d'apporter à l'humanité aujourd'hui, dans les pays riches comme dans les pays pauvres. Claude Gruffat, eurodéputé du groupe des Verts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour nos auditeurs, nos auditrices, et pour nous aussi, c'est quoi la différence entre une directive et un règlement, pour un peu décrypter ce vocabulaire européen que tout le monde ne connaît pas sur le bout des doigts? Pardon, c'est vrai, vous avez raison. Il y a 2 niveaux d'action au Parlement européen. Il y a le niveau des directives, c'est-à-dire c'est le Conseil, le Parlement et la Commission, mais c'est le Conseil qui les met en avant.
demande aux États d'agir, mais sans contrainte particulière. C'est-à-dire, le Conseil, l'Europe, à travers le Conseil, dit on trouve que ça serait bien si les États font ci, font ça, etc. Si les États ne le font pas, il n'y a pas de sanctions, il ne se passe rien. Quand on passe au règlement, là, c'est la force de loi de l'Europe. En France, on dit les lois, en Europe, on dit un règlement. Et là, par contre, ça s'impose aux États membres. C'est-à-dire que quand il y a un règlement qui est pris au niveau européen, les États membres doivent le rentrer dans leur législation et doivent donc appliquer la loi européenne, puisque la loi européenne s'impose par rapport aux États membres. Alors, je vais un brin insister sur la sémantique, puisque Claude Gruffat, vous avez évoqué le Conseil de l'Europe, qui est juste de l'autre côté du bâtiment du Parlement européen. Mais de quel Conseil s'agit-il ? Pardon. Alors, du coup, là, on vient dans les co-gouvernants de l'échelon européen. Le Parlement, c'est les élus du peuple au niveau européen. C'est le Parlement européen, 704 députés, 705 députés, issus des 27 États membres. C'est le seul endroit de la démocratie de l'Europe. Après, on a le Conseil qui est les 27 États membres. C'est-à-dire que les 27 chefs d'État se réunissent. Eux, ils ont le gros levier de la décision parce que je rappelle qu'on n'est que dans l'Union européenne et qu'on n'est pas encore passé au stade de la fédération des États européens à qui on aurait délégué un certain nombre de pouvoirs. Donc aujourd'hui, c'est les États membres qui dirigent l'Europe. C'est pour ça qu'il y a autant de freins d'ailleurs, parce que tous les États membres n'ont pas les mêmes intérêts en fonction des sujets. Donc ça, c'est le Conseil. Alors quand je dis c'est les 27 chefs d'État, mais c'est aussi les ministres. Quand c'est la question de l'agriculture, c'est les 27 ministres de l'agriculture. Quand c'est une question fiscalité, c'est les 27 ministres de l'économie. Quand c'est etc., etc. Et puis à côté de ça, il y a la grosse clé. C'est eux qui ont les clés du camion, comme on dit. C'est la Commission européenne. La Commission, pardon, j'étais avec un blanc. C'est la Commission, et là, c'est le gouvernement de l'Europe, comme on a en France le gouvernement qui, lui, agit, etc. Donc là, franchement, c'est les plus agissants au niveau européen. C'est bien à la Commission que ça se passe. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, les règlements ou les directives, c'est la Commission qui les émet. Mais si le pouvoir est à la Commission et au Conseil, à quoi sert le Parlement ? Une question compliquée pour ceux Désolé. Oui, parce qu'il y a quand même une partie démocratique et que le Parlement est consulté et qu'il a, avec le traité de Lisbonne, il a eu un peu plus de pouvoir à l'échelon européen, mais il est en progression et il est en chemin. Il n'a pas tous les pouvoirs, le Parlement européen, loin de là aujourd'hui. Et pour moi, en tant que europhile, en tant que citoyen européen, même si je suis citoyen français, mais je pense que chaque État membre tout seul aujourd'hui dans le monde ne pèse pas grand-chose. Donc l'échelon européen est vraiment indispensable pour avancer. Moi, je pense qu'il faut qu'on passe à une fédération des États européens pour que un certain nombre de choses soient maintenant de compétences européennes systématiquement. Aujourd'hui, l'agriculture est de compétence européenne. Donc les budgets sont européens. La santé n'est pas de compétence européenne, l'éducation n'est pas de compétence européenne, la défense n'est pas de compétence européenne. Un jour, il faudra que ça le devienne. Oui, peut-être que nos arrière-petits-enfants verront une fédération européenne. Omar ? Oui, donc là, dans ces distinctions entre loi, directive et règlement, ça m'amène un peu à une question sur la loi d'économie sociale en France. Donc là, ça fait quand même presque 10 ans. 2014. Oui, 2014, qui a la loi Hamon. Et je voulais savoir quel bilan en faites-vous après presque 10 ans d'exécution, si vous avez des éléments. Surtout qu'il n'y a pas longtemps, il y a le Conseil économique et social environnemental qui a fait un petit rapport un peu d'analyse de l'application de cette loi. Est-ce que ça répond aux besoins des acteurs ? Est-ce qu'il y a des choses à revoir ? Est-ce que vous avez un peu un commentaire à faire par rapport à cette loi d'économie sociale en France ? Le fait qu'il y ait eu une loi, ça a permis une reconnaissance et ça a permis un soutien réel de ce monde-là de l'économie française qui s'est développé depuis d'ailleurs. Moi, ce que je note, je vais prendre un exemple dans l'économie sociale qui peut bouger, c'est le mode de commerce. Aujourd'hui, quand on est au niveau européen, le commerce, c'est le libre-échange, c'est tout ça. Bon, c'est tout ce qui appauvrit les pauvres et enrichit les riches.
si on pense à un autre mode de commerce qui est le commerce équitable, qui a été en France reconnu en même temps que l'ESS en 2014. Et ben moi, ce que j'observe, c'est qu'à partir du moment où la France légifère sur le commerce équitable, il y a un développement incroyable du commerce équitable qui se fait derrière. Et on a vu entre 2018, le moment où tout ce qui a été légiféré se met en mouvement, et maintenant, le commerce équitable, il est passé de 300 millions d'euros en 2018 à près d'1,5 milliard d'euros 4 ans après. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où il y a des textes qui protègent un concept, tel que celui du commerce équitable, bah, les acteurs, ça les encourage à y aller. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Et les consommateurs, ça leur donne confiance dans le système. C'est-à-dire, quand on dit qu'il y a un produit qui est issu du commerce équitable, tous ceux qui disent, moi, en fait, dans mes achats, je veux favoriser un autre mode de relation et d'échange avec les gens, avec les producteurs, etc., eh ben, ça marche. Et ça a fait un développement considérable. Donc, si on y va comme ça, étape par étape, et qu'on fait ce soutien à tout ce qui va être législatif et en soutien, évidemment que ça a un effet structurant, ça a un effet et qui permet de développer ce modèle et ce monde-là. Et aujourd'hui, on en a grandement besoin. Ça m'amène peut-être à une dernière question par rapport... Est-ce qu'il y a d'autres pays européens qui s'inspirent un peu de cette expérience française de prolongation de loi sur l'économie sociale ? Quand on est en intergroupe ESS comme on l'était cette semaine, on voit qu'il y a un certain nombre de pays européens qui sont là et qui sont présents et qui s'intéressent à ces questions-là. Moi, je pense à l'Espagne particulièrement. Bon, elle préside l'Europe en ce moment, mais elle met un accent particulier au soutien de l'économie sociale et solidaire. L'Italie est aussi engagée sur ce territoire-là. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de pays, effectivement, qui bougent et qui sont présents sur ce terrain-là. Et quels sont les combats qu'un eurodéputé comme vous, Claude Gruffat, prévoit au sein du Parlement avec le groupe des Verts et d'autres ? Enfin, quelle est l'actualité politique où il faut se mobiliser aujourd'hui ? C'est tout ce qui va aller dans le sens de la protection du climat. Donc la loi protection de la nature, c'en est une. La future PAC, politique agricole commune, qui devrait accompagner un changement de modèle d'agriculture moins polluant, moins consommateur d'eau, etc., etc. Donc ça, c'est des grands sujets. Les pesticides, aujourd'hui, on en est encore à se battre pour savoir si on va renouveler ou pas le glyphosate. C'est impressionnant qu'on en soit encore là. C'est un pesticide qui est dangereux pour la santé, et ça, on le sait depuis 15 ans au moins, et on continue de se poser la question de savoir si on l'arrête ou pas. Franchement, pour moi, c'est pas possible. Oui, c'est des combats qui sont importants. Puis après, pour aller dans des propositions nouvelles, moi, je parlais du commerce équitable. Moi, je pense qu'il faut qu'à l'échelon européen, maintenant, on fasse émerger un règlement du commerce équitable à l'échelon européen pour que les 27 États membres soient harmonisés sur cette question-là et pour développer ce modèle de commerce qui est tellement vertueux, tellement intéressant et tellement dans le co-développement entre les acteurs que je pense que de travailler un texte sur un sujet comme ça, moi en tout cas ça sera ma passion. Puis après, si on reste sur l'agriculture, 25% des surfaces en bio au niveau européen, c'est quand même la stratégie qui a été évoquée au début de la mandature. On n'a pas beaucoup bougé depuis parce que les freins et les lobbies sont bien solidement ancrés pour que ça bouge pas trop. Mais pour moi, pour la prochaine mandature, c'est aussi des combats qui sont majeurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on accentue ça et il faut effectivement arriver à 25% des surfaces en bio en Europe. Mais justement, la PAC, la politique agricole commune, qui représente le plus gros budget de l'Union européenne, reste productiviste, intensive, ça évolue tout doucement. On laisse aux pays le choix de faire ce qu'ils veulent. Enfin, j'exagère sans doute, mais comment faire avancer ça pour de vrai, plutôt que uniquement beaucoup dans les discours ? J'ai une idée, Il faut qu'il y ait plus d'écolos qui soient élus en 2024 pour faire changer radicalement les choses, ça c'est clair. Mais vous êtes gentil quand vous dites que ça évolue peu. Moi je trouve que ça n'évolue pas. Et la dernière PAC, elle n'a pas évolué, elle a même régressé, puisque 20% du budget de la PAC a été redonné aux États membres, alors que c'est une compétence 100% européenne jusqu'à maintenant. Ce qui fait qu'on remet les agriculteurs en situation de compétition entre eux intra-Europe, parce que les aides qu'ils reçoivent ne sont pas
alignée entre les États membres, puisqu'il y en a qui vont être plus aidés sur ça, d'autres moins sur ça, etc., etc. Et qu'à la sortie, on va trouver des produits qui vont être en compétition entre les agriculteurs européens. J'avais compris que ce n'était pas le sujet, l'Europe. En fait, normalement, on est dans un autre. Donc là, on voit qu'on n'a pas été dans le bon sens sur ce coup-là, c'est clair. Après, il y a un autre sujet énorme aujourd'hui qui est sur la table, c'est la répartition de la richesse. Aujourd'hui, les milliardaires se sont enrichis depuis 2020 d'une manière incroyable, considérable. Bernard Arnault, 285 milliards de fortune, a doublé sa richesse entre 2020 et maintenant. Moralement, comment on peut imaginer qu'on continue de produire autant de richesses et qu'elles soient concentrées en si peu de mains, aussi mal réparties socialement, et d'avoir une paix sociale, et qu'on n'ait pas la guerre, et qu'on n'ait pas, etc., etc. Je trouve que là, on est sur un sujet de vivre ensemble tellement important. Moi, je pense que là, il faut que l'Europe fasse passer des lois pour imposer une taxation plus juste entre les riches, une taxation plus juste entre tout le monde, parce qu'aujourd'hui, tout le monde, tous ceux qui sont amenés à payer des impôts, payent des impôts, sauf que les plus riches, c'est eux qui en payent le moins en proportion, et ça devient pas possible. À un moment où on a des besoins pour investir dans la transition verte, on a des besoins pour investir dans la santé, dans la qualité de l'eau, dans la qualité de l'air, enfin, on a énormément de choses à faire. Et puis aussi, à un moment où on a vécu la guerre en Ukraine et que le pouvoir d'achat des gens, on a pris quand même un coup, il y a un moment donné, là aussi, il faut remettre en place des choses pour aider et soutenir. On ne peut pas laisser les gens avoir faim en Europe. Ce n'est pas entendable. Claude Gruffat, seriez-vous un dangereux marxiste ? Non, juste un humaniste qui pense que si on veut la paix dans le monde, il faut l'organiser, la structurer, et que ce n'est pas par l'économie financiarisatrice que ça se passe, sinon ça se saurait. Alors pour conclure cette émission, on va peut-être évoquer un dernier sujet. Ce sont les élections européennes dont tout le monde parle, même si elles n'ont lieu que du 6 au 9 juin 2024, le dimanche 9 juin 2024 en France. Personne ne vote, enfin c'est pas vrai, mais les européennes sont une élection où la participation est historiquement faible. Les Français ne s'intéressent pas à l'Europe. Pourquoi y a-t-il aussi peu de votes ? Comment faire pour mobiliser les citoyens ? Je pense que pendant 5 ans, on leur dit que du mal de l'Europe. Les politiciens prennent la parole pour dire c'est de la faute de l'Europe à tous les étages, tout le temps. Et puis quand c'est le moment des élections, on voudrait que les gens aillent voter. Non, je crois qu'il faut régulièrement parler d'Europe, dire ce que l'Europe fait pour le quotidien des gens, concrètement. Moi, je passe des textes tous les jours où ça va avoir une réalité très très concrète pour les gens. Exemple, moi je suis en commission économie, on est en train de travailler un texte sur ce qui concerne ce qu'on appelle le paiement direct. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous faites un paiement à quelqu'un, à vos enfants, à quelqu'un de la famille, à des copains, vous envoyez l'argent, il reste un temps à la banque, puisque vous savez qu'il y a un délai de 2 jours ou de 3 jours, on peut supprimer ça et mettre en place le paiement direct. Aujourd'hui, en France, ça ne fonctionne pas parce que c'est payant. Donc, personne ne s'en sert. Et il y a des pays où c'est gratuit et 98% des paiements se font en paiement direct. On va passer un texte européen pour imposer la gratuité du paiement direct pour que tout le monde puisse s'en servir. C'est des petits trucs. Mais c'est le quotidien des gens, ça. Et pour les entreprises, parce que là, je dis pour les gens, j'ai pris l'exemple des gens. Pour les entreprises, c'est pareil. Vous vous rendez compte, pour les entreprises, d'avoir un paiement où on n'attend pas 3 jours, le flux de trésorerie supplémentaire qu'il y a pour eux. Donc ça commence à prendre un intérêt évident. La connectique pour les chargeurs pour téléphone, ordinateur. Maintenant, on impose aux fabricants d'avoir le même chargeur, quel que soit le modèle qu'il y a de l'autre bout, pour éviter le gaspillage. Alors c'est passé, le texte est passé. Ça rentre en vigueur en 2027, si j'ai bonne mémoire. Évidemment, il faut laisser autant aux industriels de s'adapter, etc., etc. On avance. Mais ça, c'est pour les gens, c'est très concret. Et des mesures comme ça, il y en a énormément. Eh bien voilà, l'USB-C a gagné. Merci beaucoup Claude Gruffat, eurodéputé du groupe des Verts au Parlement européen à Strasbourg et à Bruxelles, bien sûr. Merci Omar et rendez-vous bientôt pour les élections européennes en juin et pour le Wunderparlement en direct ou presque chaque mois depuis le Parlement européen de Strasbourg. Merci Bertrand à la réalisation. Merci à vous. Wunderparlement. Wunderparlement.
Yes, do you have my voice? Wunderparlament. Apprendre à faire de la radio. Ucz się radia. Aprende a hacer radio. Leer radio maken. Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg. En el Parlamento Europeo de Estrasburgo. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Czekamy na Ciebie. In Straatsburg. Toi aussi, tu peux venir.